Bon, eh ben, écoutez, il est 14h05. Je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc, bienvenue à tous, à toutes et à tous, pour ce webinaire dédié au financement du décret Bax à l'aide des contrats de performance énergétique. Alors, avant de commencer, je vais laisser nos invités du jour, nos co-hosts du jour, Thibaut et Eric, se présenter. À vous, les studios. Bonjour à tous et merci Vianney pour l'invitation. Du coup, Thibaut Guillem, je travaille chez IDEX, en particulier sur la partie décarbonation du bâtiment. Voilà, bonjour à tous, Eric Trévoisan, donc directeur des relations interprofessionnelles chez IDEX et également très impliqué, engagé dans la fédération donc, d'efficacité énergétique au sein de la FEDEN, donc très impliqué également dans ce contrat structurant qui est le CPE et qui, vous le verrez, a toute sa place pour valoriser et puis financer donc ce fameux décret BAX dont on va parler. Bienvenue à tous les deux sur ce webinaire. Donc, votre serviteur, Vianney Raskin, je suis l'un des fondateurs de Citron, une société spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments. À vous de vous en dire plus, un petit point technique rapide pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, le webinaire est classiquement décomposé en deux grandes phases, hein. Une première phase où nous allons vous présenter le sujet avec la société IDEX, puis une phase de questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions. On y répondra, on essaiera de répondre au maximum à chacune d'entre elles. Attention à bien les poser sur l'onglet Q et R que vous voyez en bas de votre écran. C'est ce qui nous permettra de pouvoir les voir et d'y répondre facilement. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet Converser que vous voyez, mais utilisez-le comme son nom l'indique pour converser et pas pour poser des questions et réponses, parce que assez rapidement, les questions risquent d'être noyées dans cet onglet-là. Voilà, alors quelques mots sur Citron. Citron, c'est une société spécialisée en efficacité énergétique, une jeune société française qui s'est donné une mission, celle d'accélérer la transition énergétique. Et pour ça, on a une conviction, c'est que pour y arriver, il faut proposer à la fois un outil digital très performant pour automatiser toutes les tâches chronophages de collecte des données, de suivi de ses consommations énergétiques et des outils de travail comme des outils pour pouvoir simuler l'impact d'une action de performance énergétique, pour pouvoir référencer ces actions, etc. Et de l'autre côté, avoir aussi des experts spécialisés en efficacité énergétique, spécialisés en bâtiment, pour pouvoir alors soit utiliser l'outil, soit aller directement sur le terrain pour pouvoir faire des états des lieux sur les bâtiments, sur les consommations énergétiques d'un patrimoine, proposer des actions de performance, les mettre en place, mesurer leur impact et continuer comme ça en amélioration continue. Donc voilà, donc Citron propose du coup ces deux grosses activités. D'un côté, ce qu'on appelle un système de management de l'énergie, une plateforme web, donc un logiciel accessible depuis un navigateur Internet qui va collecter toutes les données et fournir à son utilisateur des outils de suivi, d'analyse, etc. Et de l'autre côté, du conseil en efficacité énergétique, que ce soit sur des prestations ponctuelles comme des audits énergétiques ou sur des prestations régulières comme ce qu'on appelle de l'énergie management. Alors, quelques mots. On a cité la FEDEN tout à l'heure. On en fait également partie, au même titre que pas mal d'associations qui parleront à certains d'entre vous, l'association des directeurs immobiliers, Périfem, la T2E, etc. Citron, c'est une société qui a été créée en 2011. Ça ne me rajeunit pas du tout de dire ça, qui fait à peu près 12 millions de chiffre d'affaires pour 120 personnes, avec deux gros pôles. Un pôle tech pour développer nos technologies, la plateforme Citron, et un pôle pour accompagner nos clients, les ingénieurs en efficacité énergétique. On accompagne à peu près tous les types de clients possibles et imaginables dans le secteur tertiaire. Donc ça peut être des sociétés qui ont des bureaux de manière assez classique, ou ça peut aller sur des bâtiments de typologie assez variée, en logistique, en éducation, en hôtellerie, en restauration, en grande distribution. Pour les collectivités territoriales, on va être amené à travailler aussi sur une grande diversité de bâtiments, des écoles, des collèges, des lycées, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille avec à peu près tous les types de bâtiments à partir du moment où on peut les classer dans le tertiaire. Voilà, je laisse la parole à IDEX pour qu'ils puissent présenter leur activité à leur tour. Ouais. Ok, donc IDEX, donc, on se définit comme un des opérateurs majeurs en France, effectivement. Donc, opérateur énergétique veut dire finalement notre activité première est de transformer les énergies primaires en énergie secondaire, donc en chaleur, avec une notion importante, et on en parlera tout au long de cet exposé, agnostique. Les meilleures solutions sont les solutions locales, et pour cela, ben, il faut produire la chaleur, il faut la distribuer, et il faut la gérer. Donc, qu'il s'agisse d'industrie, de territoire, de bâtiment.
IDEX, donc, c'est 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6100 collaborateurs, et avec, donc, on le voit, donc, un certain nombre d'unités de production d'énergie, donc, que ce soit en industrie, en biomasse, en chaleur fatale, panneaux photovoltaïques, donc d'où le côté agnostique, des usines de valorisation de déchets qui produisent par ailleurs de la chaleur à travers la récupération de cette chaleur fatale pour alimenter des réseaux de chaleur. Donc, une fois que vous avez produit de la chaleur, il faut la distribuer à travers des réseaux de chaleur et de froid. Alors, le côté agnostique, évidemment, on produit de la chaleur avec de la biomasse, de la géothermie, de la chaleur fatale, effectivement, en fonction de la stratégie du territoire et de nos clients. Et puis, on gère également 18 000 installations d'infrastructures bâtimentaires en France. Encore une fois, production, distribution, gestion dans la durée avec des contrats qui peuvent être des contrats, je vais dire, de simple maintenance jusqu'aux contrats de résultats les plus évolués. Donc, pour réseau, on parle de délégation de services publics jusqu'à 25 ans. Et puis, sur nos contrats de maintenance, de quelques années jusqu'à une quinzaine, voire une vingtaine d'années, concernant les contrats les plus élaborés, qui sont les contrats de performance énergétique dont on va parler. Donc voilà un petit peu le panel. Avec l'ambition d'IDEX, c'est des grosses capacités d'investissement, d'où l'intérêt d'être partenaire, de co-construire les solutions, voilà, et de transformer le réglementaire en opportunité, mais je pense qu'on va en parler. Pardon, effectivement, c'est aussi le mantra chez Citron de transformer les contraintes réglementaires en opportunités économiques et environnementales. Et aujourd'hui, on va vous parler donc du coup du décret BACS, Building Automation and Control System. C'est une nouvelle réglementation qui impose le fait de déployer des outils de suivi et de pilotage. Alors, je vais revenir sur ce que veut dire déployer des outils de suivi et de pilotage. Juste un petit point d'abord sur qui est assujetti par cette réglementation. Cette réglementation, elle s'adresse à tous les bâtiments qui ont un système de production de CVC, donc de chauffage, ventilation, climatisation, de plus de 70 kW. Alors, les plus gros bâtiments, qui ont plus de 290 kW de puissance nominale installée, devaient installer ces outils de suivi et de pilotage avant le 1er janvier de cette année. Les autres ont un petit peu plus de temps, ont à peu près un peu moins de 2 ans à partir de maintenant. 2 ans pour un projet de cette ampleur-là, surtout que si on a plusieurs bâtiments, c'est pas forcément beaucoup trop. Je conseille quand même de pas trop tarder à s'y mettre. Alors, ce que ça veut dire 290 kW, 70 kW, parfois c'est un petit peu flou. On a fait des simulations dans un bâtiment de bureau. Donc, il fallait choisir une typologie d'usage. On a pris celle qui est la plus commune à tout le monde. Dans un bâtiment de bureau, 70 kW, ça représente à peu près 1000 mètres carrés. Et en fait, ce 1000 mètres carrés et ce 70 kilowatts, il vient aussi du fait que les personnes qui ont écrit cette réglementation, la DHUP, en partenariat avec l'ADEME et en partenariat avec toutes les associations professionnelles, ont souhaité que cette nouvelle réglementation, le décret VAX, soit une émanation du décret tertiaire. En fait, vous êtes très nombreux ici autour de cette table à être déjà assujettis au décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est une obligation de résultat. Vous devez atteindre un niveau de consommation qu'on va calculer avec des seuils réglementaires. Ici, on est sur une obligation de moyens pour atteindre ce résultat. Vous devez mettre en place des outils de suivi et de pilotage parce que nos dirigeants ont estimé que c'était une condition sine qua non pour pouvoir atteindre derrière les objectifs du décret tertiaire. Donc, c'est toutes les entreprises qui ont plus de 1000 mètres carrés qui sont assujetties au décret tertiaire, qui du coup, il y a des chances qu'elles aient plus de 70 kW de CVC en puissance nominale installée, qui sont assujetties. Alors, quelques particularités à avoir en tête. Quand on est sur un système avec des chaufferies en cascade, il faut les additionner, ces puissances nominales. Par contre, si on a une chaufferie de secours, on peut l'écarter. Elle est là, comme son nom l'indique, pour du secours. Si on a deux types de production sur un même système, donc du chaud et du froid, on va pouvoir ne pas additionner le chaud et le froid, mais prendre le plus élevé entre le chaud et le froid. Le reste du temps, quand on a plein de petites unités de production ou qu'on a quelques unités de production d'envergure, on va quand même devoir les additionner. L'autre élément que vous pouvez avoir en tête, c'est que le TRI maximal pour rester assujetti, c'est 10 ans. Alors, quand on se dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est soit assujetti, soit pas assujetti. Ça veut dire qu'il y a toujours un BAX, un système de suivi de pilotage, qui est rentable en 10 ans. La question, c'est de ne pas non plus surinvestir sur un système de pilotage qui, pièce par pièce, en fonction d'un truc hyper précis et de facteurs très complexes. Non, on fait dans l'efficace, on fait dans ce qui est rentable en 10 ans. Et pour ça, on a plein de calculs qui nous permettent de vous donner la réponse sur est-ce que c'est efficace ou pas. Alors, maintenant qu'on s'est dit qui était concerné, quelle est cette fameuse obligation du décret BAX? Alors, on pourrait
la décomposer en deux d'abord, en disant qu'il y a une partie terrain et une partie logicielle. Je vais vous détailler ces deux parties-là. Sur la partie terrain d'abord, il y a donc cette obligation de piloter, donc de déployer des systèmes de contrôle qui vont permettre d'éteindre, d'allumer, de réguler à la hausse ou à la baisse les systèmes pour qu'ils consomment plus ou moins en fonction du réel besoin. Et après, on a trois autres obligations dans le cadre de ce décret qui découlent de cette obligation de pilotage, qui vont être l'autonomie des systèmes. Ça va mieux en le disant, même si c'est un petit peu évident, mais c'est pas parce qu'on a un système de pilotage qui coupe l'éclairage la nuit et que vous êtes au milieu d'un escalier, bah, il faut que vous puissiez rallumer la lumière facilement pour des raisons de sécurité assez évidentes. L'interopérabilité, ça, c'est très récent comme notion pour le coup. L'interopérabilité, c'est la capacité des systèmes terrain de communiquer, de pouvoir changer de système logiciel et vice-versa, les systèmes logiciels, la capacité de pouvoir changer de système terrain. C'est quelque chose qui va vous permettre, et les systèmes terrain entre eux d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui va permettre à l'occupant et au propriétaire du bâtiment de changer de prestataire en fonction de si ça se passe bien ou pas, en fonction des innovations technologiques, en fonction de son envie aussi. Et il y a quelques années, on était sur des systèmes propriétaires, du coup, qui empêchaient ça. Donc c'est une belle avancée réglementaire qu'on voit ici. Et enfin, une obligation d'audit, c'est pas pour tout de suite, mais 5 ans après la mise en place de votre système BAX et tous les 2 ans par la suite, il faudra faire intervenir probablement une société comme IDEX qui pourra venir vérifier que le système BAX fonctionne bien et bien paramétré. Et enfin, vous avez, et surtout, pardon, j'ai même envie de dire, compte tenu de mon métier, vous avez les obligations logicielles. Ces obligations logicielles, elles sont au nombre de trois. Structurer son patrimoine immobilier, suivre ses consommations énergétiques et analyser ses consommations d'énergie. Je vais revenir sur chacune de ces obligations une par une. D'abord, situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence. Je l'ai mis entre guillemets volontairement, c'est exactement ce que dit la réglementation. Ça veut dire que vous devez pouvoir avoir comme capacité de récupérer les données de suivi de consommation énergétique du bâtiment. Alors, vous avez deux choix, hein. Soit vous le faites avec un logiciel, soit vous le faites, enfin en fait c'est un logiciel dans les deux cas. Vous pourriez prendre Excel ou vous pourriez prendre une société comme Citron, ce qu'on appelle un système de management de l'énergie pour le faire. Excel a très vite des limites quand on parle d'énergie, ne serait-ce que pour la collecte des données. Et quand on dit suivre, si on continue à citer la réglementation, quand on dit suivre l'efficacité énergétique d'un bâtiment par rapport à des valeurs de référence, il s'agit de pouvoir les comparer soit aux données issues d'un audit énergétique, soit aux données issues de la documentation technique des systèmes qui consomment de l'énergie. Voilà, donc c'est une obligation du coup de structurer sa base patrimoniale pour être capable de comparer des consommations théoriques à des consommations réelles. Ensuite, on a une obligation de sous-comptage. Donc, je vais reciter à nouveau la réglementation. Suivre, enregistrer et analyser en continu par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment. Alors, c'est là que ça devient hyper intéressant parce que, enfin, hyper challengeant, c'est qu'on doit finalement sous-compter par zone. C'est-à-dire qu'on doit avoir sur les 5 usages concernés par le décret tertiaire, on a parlé de chauffage, ventilation, climatisation, mais ça concerne aussi l'éclairage et la production de photovoltaïque. Et bien sur chacun de ces systèmes-là, vous devez être capable de suivre la consommation par zone fonctionnelle. Une zone fonctionnelle dans un bâtiment de bureau comme celui dans lequel je me trouve, ben, il y a une zone fonctionnelle, c'est les bureaux. Il y a une zone fonctionnelle, c'est le restaurant qui est en bas d'immeuble. Et il y a une zone fonctionnelle, c'est la crèche qui est également en bas d'immeuble. Vous voyez, vous avez trois usages globalement. Ça crée des zones fonctionnelles qui ont des caractéristiques de consommation énergétique qui leur sont propres. Donc ça fait trois sous-compteurs à avoir si tant est que l'architecture électrique du bâtiment permette d'avoir une consommation pour chacune de ces zones. En l'occurrence, ici, c'est le cas. Et ensuite, vous avez une obligation du coup de sous-compter par usage, puisque vous devez sous-compter ces consommations énergétiques par usage du décret BAX. Et enfin, la réglementation précise que vous devez conserver ces données à l'échelle mensuelle. Donc, on a, nous, tendance à récupérer ces données soit à l'échelle mensuelle, soit à l'échelle permise par les distributeurs. En général, on les conserve au pas 30 minutes. Là, l'obligation est un peu moins élevée que ce qu'on trouve notamment chez Citron. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins, c'est de conserver les données à l'échelle mensuelle, donc d'avoir une donnée une fois par mois. Mais c'est pareil, hein, sur un tableur Excel, du coup, ça deviendrait très vite compliqué, puisque vous avez 60 mois de conservation pour chacun de vos usages et chacune de vos zones fonctionnelles. Troisième et dernière obligation, et ça va faire un super lien d'ailleurs avec IDEX, c'est l'obligation de disposer d'outils d'analyse, évidemment, d'alerte, mais partagés avec l'exploitant. Donc les outils d'analyse et d'alerte, bon, bah, c'est des outils que vous
vous avez pour nos clients l'habitude de trouver sur la plateforme Citron. C'est des outils qui vont vous permettre de comparer les consommations des bâtiments entre eux, d'observer les consommations à l'échelle d'un usage, de regarder les consommations sur la période nocturne, sur la période d'occupation, etc. Vous voyez un screenshot d'une carte de chaleur, enfin d'un diagramme qui permet d'observer ces consommations énergétiques à l'écran. Mais il faut également avoir un système d'alerte que permet, pas Excel pour le coup, mais que permet de faire des systèmes comme de management de l'énergie comme Citron. Et le système partagé, ça veut dire qu'il faut que la plateforme ait une option qu'on appelle de partage de patrimoine. Enfin, il y a deux possibilités. Soit vous avez une option de partage de patrimoine, soit vous donnez vos accès et vos codes à votre prestataire. Moi, je ne le recommande pas de donner ces accès et ces codes à votre prestataire pour des raisons de confidentialité, de sécurité, etc. On ne saura pas trier qui a fait quoi. Et quand du coup il y a une bêtise, bah, ça pose problème. Par contre, il y a des fonctionnalités sur la plateforme Citron qui permettent de créer un espace dédié à vos prestataires, notamment vos exploitants, qui eux, sur cet espace-là, peuvent retrouver vos consommations, mais aussi les consommations de leurs autres clients avec qui ils ont la même prestation. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà, donc trois obligations logicielles. Citron répond à toutes. Et des obligations de terrain dont j'ai parlé tout à l'heure, je les répète, l'interopérabilité, le pilotage du bâtiment. Alors là, je m'arrête un petit peu dessus parce que c'est un sujet, on entend beaucoup parler de GTB. On traduit souvent le décret BAX comme l'obligation de déployer une GTB. Alors déjà, vous l'avez vu, les obligations logicielles que je viens de citer, les GTB 99% des GTB ne le font pas. Certaines GTB savent le faire. Et pour que sur votre parc immobilier, une GTB puisse faire tout ça à l'échelle de votre parc, il faudrait avoir des GTB paramétrées toutes de manière, enfin toutes d'une certaine façon, et des bâtiments qui se ressemblent pour que ça soit logique de déployer la même GTB partout. Mais il faut effectivement pas forcément déployer une GTB, mais plutôt déployer un outil de pilotage de classe minimum C. BACS, Building Automation and Control System, il y a une norme qui s'appelle la norme NF 5220 qui régule ça et qui classe en quatre catégories A, B, C, D, que je vais essayer de vous résumer très facilement et même trop facilement parce que du coup, ça sera qu'à moitié vrai, mais ça va vous donner une petite vision. La classe D, c'est limite de l'interrupteur, ça permet d'allumer et d'éteindre à la main. La classe C, ça va permettre d'automatiser l'extinction et l'allumage de l'usage sur lequel on l'aura disposé. Je pourrais comparer ça à une horloge qui va éteindre et allumer automatiquement l'éclairage entre certains horaires que vous aurez prédéfinis directement dans votre tableau électrique. Ensuite, vous avez une classe B qui commence à avoir des fonctions avancées assez intéressantes, comme le fait de pouvoir éteindre et allumer en fonction de paramètres extérieurs, la météo par exemple, ou l'occupation de votre bâtiment. Et enfin, on a une classe A qui va permettre de le faire non seulement par rapport à des paramètres extérieurs, mais aussi par zone différenciée dans le bâtiment. Donc, on va pouvoir faire des choix vraiment très précis et du coup avoir une optimisation des consommations énergétiques de son patrimoine très avancée. À avoir en tête, il y a des C2E sur les classes A et B et il y a la possibilité d'être conforme avec la réglementation dès la classe C. Donc, vous voyez, la classe C, pour le décret VAX, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la GTB. Un automate de chaufferie peut faire le job. Alors, pas sur 100% du décret VAX, hein, mais par endroit, la réponse est quand même régulièrement diverses. C'est pas forcément une GTB qu'il faut déployer sur tous les outils. Non, c'est souvent il faut déployer une GTB, mais régulièrement on optimise le BAX en mettant en place des systèmes qui vont pas forcément sur des classes A et B et plutôt sur une classe C. Je continue sur les différentes obligations, donc permettre justement bah, donc, cette indépendance, cette autonomie, je reviens pas dessus, et l'obligation d'audit et d'inspection, c'est pendant quelques années, donc je reviens pas dessus. Donc vous avez bien compris, le décret BAX, c'est l'obligation de mettre en place un système BAX minimum classe C, plus le fait de mettre un logiciel, un SME, qui va vous permettre de répondre aux trois obligations logicielles que j'ai citées tout à l'heure, pour pouvoir être totalement conforme. Alors, les sanctions, la question est toujours posée, donc j'anticipe et j'y réponds ici. Globalement, les sanctions sont les mêmes que le décret tertiaire. Cette réglementation est dans la continuité du décret tertiaire. Si vous ne répondez pas au décret BAX, vous ne pourrez pas répondre au décret tertiaire. Donc, ils n'ont pas rajouté une couche de sanctions, c'est les mêmes. Donc, vous les voyez s'afficher ici. C'est le fameux name and shame, c'est la dégradation de la valeur patrimoniale et c'est l'amende de 7 500 euros par locataire et par propriétaire sur un bâtiment. Alors, pour pouvoir se mettre en conformité, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Pour pouvoir se mettre en conformité, il y a globalement trois étapes. La première étape, ben, ça va être de vérifier son assujettissement. Donc, ça paraît presque évident, mais ça va mieux en le disant quand même.
Et après, ça va être de faire un plan de comptage et plan de pilotage. Je vais revenir dessus juste après parce que c'est important de détailler cette première étape. Ensuite, vous allez déployer toute la partie macroscopique en même temps que vous installez vos équipements. Donc toute la partie logicielle, la base patrimoniale, le suivi des consommations énergétiques de manière macro, etc. Vous allez commencer à le déployer parce que vous n'avez pas besoin d'attendre pour pouvoir le faire. Et en parallèle, suite au plan de comptage, plan de pilotage, vous allez pouvoir déployer les équipements sur le terrain qui auront été choisis de votre côté comme étant les plus pertinents. Et enfin, on pourra programmer ces équipements et faire le lien avec l'exploitant, avec IDEX ou des confrères d'IDEX que vous pourriez avoir sur vos différents sites pour pouvoir justement permettre aux personnes qui sont dans votre chaufferie au quotidien, et ben, tout simplement de prendre en main la plateforme et d'avancer avec elle. Alors, je reviens comme promis un tout petit peu sur le plan de comptage et après, je laisserai la parole à IDEX. C'est le plan de comptage et le plan de pilotage. Je reviens dessus parce que c'est vraiment la première étape. En général, on sait qu'on a plus de 1000 mètres carrés, on a des doutes sur sa puissance nominale, mais ça s'arrête là. Or, pour pouvoir définir l'action, le plan d'action des Crebax, il est nécessaire de faire un état des lieux sur votre puissance nominale atteinte conformément à la réglementation et sur le TRI envisagé, enfin envisageable pour pouvoir déployer un système BAX et un SME. Mais il faut aussi prévoir de faire un comparatif entre la réglementation et l'état des lieux pour pouvoir vous fournir des plans d'action. Et ces plans d'action, ils vont être issus d'une analyse suite à une visite terrain et d'un questionnaire technique qu'on va faire avec les personnes en charge de l'exploitation de votre bâtiment. Et ça va nous permettre de vous fournir des plans d'action distincts avec ces deux œufs, sans ces deux œufs, pour pouvoir répondre à la réglementation. Donc c'est un rapport qui coûte quelques milliers d'euros en fonction de la taille du bâtiment et de l'endroit où il est, et qui vont vous permettre concrètement de savoir comment faire pour déployer un système BAX et un SME pour répondre au décret BAX. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole à IDEX qui sont sur le terrain dans vos bâtiments au quotidien. Parfait. Merci Vianney. Donc, je vais vous faire une transition en essayant de mettre en avant le fait que le décret BAX, ou plus généralement le pilotage de ces installations, a vraiment un enjeu crucial par rapport à la rénovation énergétique dans son ensemble. Pour ça, je voudrais citer trois enjeux importants. Quand on parle de rénovation énergétique, avant de parler de contrat de performance, c'est déjà la vision stratégique dans le tertiaire, évidemment, par exemple. Quels travaux vous souhaitons faire pour quel objectif? Avec trois notions importantes. Les résultats. Comment on garantit les résultats? Évidemment, on investit, il faut garantir des résultats. De comment agir rapidement. On a tous en tête le triptyque négawatt, la sobriété, de l'efficacité énergétique et puis de l'énergie renouvelable. Tout ça en étant agnostique sur un territoire, en fonction des contextes. Et l'idée dans tout ça, c'est de générer, de concevoir la meilleure composition de solutions locales. Et tout ça, finalement, avec un modèle économique structurant à mettre en place. Donc, vision stratégique, qu'il s'agisse d'une collectivité, qu'il s'agisse d'un parc tertiaire ou d'un site particulier, voilà. Qu'est-ce que l'on veut faire? Vision stratégique. Une fois qu'on a fait cette vision stratégique, eh bien, dans une logique globale immobilière rationalisée de décarbonation, qu'est-ce que l'on veut faire? S'adapter aux usages, aux besoins. Et pour cela, on peut soit mettre en place des gains rapides, soit un projet patrimonial ambitieux. Et j'y vois une constante quand on parle de gain rapide. De façon très pragmatique, le gain rapide est déjà le pilotage, mettre en place le pilotage. Donc, c'est tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Si on veut mesurer ses consommations pilotées ou bien exploitées, eh bien, il faut mettre en place les outils qui vont bien. Et finalement, le troisième point qui est important, qu'il faut savoir, je fais un lien avec la directive européenne sur l'efficacité énergétique, qui, comme l'a dit Vianney tout à l'heure, nous demande de mettre en place des obligations de moyens, notamment pour l'exemplarité de l'État, l'exemplarité des collectivités, avec cette notion de performance et d'obligation. Cette directive doit être déclinée, appliquée en France en octobre 2025. Donc, c'est demain. Exemplarité de l'État, des marchés publics. Et je dirais, pour vulgariser un petit peu, synthétiser, ça veut dire tout simplement obligation de moyens, mettre en place un système de management de l'énergie, un process. C'est ce que l'on fait déjà vis-à-vis de nos clients dans un modèle d'exploitation. Ça se fait avec des hommes et des outils. Ça veut dire process, suivi des performances, quelle que soit la solution,
et l'engagement sur des mesures. Donc dans tout cela, on voit le rôle stratégique du décret Bax. Quand on dit derrière tout ça, il y a du pilotage, il y a des opportunités, des baisses de consommation, donc du financement et des gains. Les gains, ils seront financiers, ils seront pour la planète et ils seront sur le confort. Dans certains cas, l'efficacité énergétique permet de payer moins pour un meilleur confort. Donc tout ça, il faut savoir à quelle vitesse on travaille et on agit. Si je peux avoir la slide suivante. En gros, les trois enjeux, quels travaux pour quel objectif? Le deuxième, logique globale de rationalisation, gain rapide, projet patrimonial, quoi qu'il en soit, il faut piloter. Troisième sujet, on n'a pas le choix. De toute façon, il faudra s'inscrire dans la directive d'efficacité énergétique. Et pour la connaître un petit peu, on est vraiment au cœur de l'efficacité énergétique des moyens, des outils et des hommes. Donc ça donne une importance et une stratégie complètement intéressante dans le fait de savoir comment on va structurer notre démarche et notre trajectoire de décarbonation. Voilà, peut-être la slide suivante. Alors, le CPE, donc c'est dans la loi, je l'ai dit. Alors, ce qui est important, peut-être, on peut mettre la slide complète, avec deux choses quand même. Je pense que c'est évident, mais il faut encore le rappeler. Le contrat de performance énergétique s'applique bien entendu pour le secteur privé ou le secteur public. Dans le secteur privé, on parle de contrat de performance énergétique. Il est décliné dans le secteur public en marché global de performance énergétique, avec depuis un an maintenant la possibilité de mettre en place un paiement différé, c'est-à-dire de faire financer le bouquet de solutions par un tiers, auquel cas ça nécessite, et on le verra tout à l'heure, quelques allongements de contrat et quelques conditions. Petite particularité, donc ça s'adapte bien entendu aux petites collectivités, aux grands ensembles. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'on dénote environ 500 CPE en France. Euh, CPE, malgré tout, il y a consensus sur la pertinence de cet outil structurant. Malheureusement, il n'est pas encore suffisamment massifié, densifié, et notamment envers les plus petites ou moyennes collectivités, parce que tant les grandes collectivités, les régions, les départements, les grosses intercommunalités et communautés ont mis ça en œuvre. Aujourd'hui, il s'agit de l'adapter évidemment aux petites collectivités moyennes, mais ça peut être également mutualisé avec les syndicats d'énergie, sans les syndicats d'énergie, voilà. Donc ça comprend financement, conception, travaux, exploitation. Donc voilà, un outil adaptable en fonction des cas, en fonction de la granulométrie et petite, moyenne collectivité, et évidemment adapté au parc tertiaire, privé ou public. Voilà, je finirai pour ma part sur les quatre atouts qui seront développés un petit peu plus précisément. L'engagement de performance, donc globalement, on ne le présente pas ici, mais il y a des statistiques nationales par l'Observatoire national des CPE. On est environ à 30% d'économie d'énergie. Alors, quand on dit 30%, l'objectif qu'il y a derrière tout ça, c'est de limiter le reste à charge et de financer le bouquet de travaux qui comprend évidemment le pilotage, d'accord? Avec une pérennité des résultats. On a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé avec l'État sur les mesures de sobriété, effectivement, moins 10, moins 12% sur les précédentes saisons. Mais attention à l'effet rebond, quand l'énergie n'est pas chère, quand le signal prix est faible, on a tendance à peut-être se laisser aller. Mais évidemment, si on arrive à mesurer, à pérenniser dans le temps, c'est quand même gagnant-gagnant. Investissement rapidement rentabilisé, on a tendance à oublier que les C2E sont valorisés si on atteint des performances importantes et un contrat dans la durée. Donc ça, c'est très important, c'est peu connu. Et donc, ce qui confère un meilleur rapport à l'investissement, économie d'énergie, et toujours avec en objectif majeur le reste à charge le plus faible possible. Si on est sur des gains rapides, les économies d'énergie financent l'investissement. Dans le cas d'un projet global patrimonial qui est bien plus large, ça contribue à faire plus de travaux grâce aux économies d'énergie. Troisième point, montage simplifié, ben ça vous connaissez, donc c'est un seul interlocuteur, rapidité de mise en œuvre, sérénité sur le risque de défaillance, et toutes les opérations qui ont été présentées tout à l'heure par Vianney sont évidemment mises en place en charge d'un seul opérateur qui prend en charge l'ensemble des actions et des actions de performance énergétique. Pour finir, interlocuteur unique, conception, subvention, effectivement. Donc, le millefeuille des subventions qui n'est pas souvent évident pour les non-sachants. Donc, on parle de C2E, on peut parler de sourcing multi-énergie, évidemment, de fonds chaleur. Donc, il y a un certain nombre de subventions. Je parlerai également de toutes les subventions que la plupart des collectivités connaissent pour les marchés publics, les programmes actés.
temps de subvention pour faire l'étape qui est importante, c'est connaître son patrimoine, donc audit énergétique, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui existent qu'il faut activer. Donc ça, aujourd'hui, on a plus besoin d'interlocuteurs, de courroies de transmission pour faire connaître donc tous ces dispositifs qui sont vraiment gagnants-gagnants. Et au sein, finalement, le CPE, c'est une co-construction d'une trajectoire énergétique. Voilà ce que je voulais dire globalement, très synthétiquement, qui sera un peu plus développé par mon collègue maintenant. Voilà, Thibaut, je te laisse la parole. Exactement. Et donc maintenant que vous avez une bonne vision des enjeux du CPE et que vous êtes expert du décret BAC suite à la présentation de Citron, simplement le CPE, qu'est-ce que c'est sur le principe et en pratique, comment on peut se lancer dans un tel contrat? En fait, les engagements pris dans le cadre d'un CPE, ça correspond aux engagements que nous, chez IDEX, nous portons au quotidien. Donc, on va gérer durablement votre patrimoine d'équipement. Pourquoi? Pour maîtriser vos consommations d'énergie et aller plus loin, les réduire. Et comme le disait Eric, on réduit ses consommations d'énergie, on réduit aussi ses émissions de gaz à effet de serre. Une des conséquences directes, ce sera l'impact sur votre facture d'énergie. Et cela, bien entendu, sans renier sur le confort des occupants. Au contraire, le but, c'est bien de veiller au confort et de l'améliorer. Et cette notion d'engagement avec le contrat de performance énergétique, elle est clé. Comme vous pouvez le voir ici, on va s'attarder plutôt sur le graphique que vous voyez à droite, qui part en fait de votre facture de référence. Donc c'est la première barre que vous pouvez voir en gris. Et en fait, il y a trois étapes à bien comprendre. Quand on va définir en fait le CPE, on va définir une enveloppe de travaux qui va nous permettre de générer des économies. Donc, il y a un premier bloc, le bloc 1 que vous pouvez voir. Ce sont les économies qu'on va vous garantir. Donc, ici, IDEX va s'engager sur ces économies. Et donc, ces économies, vous les avez, vous de votre côté, en tant que maîtrise d'ouvrage. Et si jamais l'engagement n'était pas tenu, il y a bien entendu un mécanisme contractuel qui fait que vous ne portez pas euh, le risque en fait, lié à la non-atteinte de cet objectif. Si on va un peu plus loin, qu'on dépasse cet objectif, donc la barre 1, on arrive sur la barre numéro 2, la facture cible. En fait, cette petite barre 2, comme vous pouvez le voir, ça va correspondre à la rémunération d'IDEX. On est vraiment sur ici une logique partenariale. On est sur un contrat gagnant-gagnant où plus on va réaliser d'économies, plus on va être performant, plus les acteurs autour de la table vont en bénéficier. Et quand on va aller au-delà de cette facture cible, on va se retrouver dans le dernier cas, donc le petit 3. Et dans ce cas-là, on va avoir une surperformance par rapport aux engagements initiaux du CPE avec un partage des économies qui seront générées. Donc vous de votre côté et IDEX. Donc ça, bien sûr, ça dépend du montage contractuel qui est finalisé pour chaque projet. Mais ici, le constat, c'est simplement de vous montrer que voilà, déjà, il y a un engagement de la part de l'opérateur pour vous garantir des économies. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le plus d'économies possible pour que cela profite à tout le monde. Si on passe sur la slide suivante, on peut voir 5 étapes. Donc voilà, lancer un contrat de performance énergétique, on pourrait le détailler dans un bon grand nombre d'étapes. J'ai pris les 5 principales. La première, et c'est peut-être la plus importante, c'est de bien définir votre situation initiale. Donc faire un bilan, ça passe par une phase d'audit, de compréhension de tes consommations énergétiques, de son parc d'équipement, comme en parlait Vianney précédemment. Et donc à partir de ce bilan, de cette situation, on va être capable de définir les solutions, le bouquet de travaux qui va pouvoir être mis en place. Ce bouquet de travaux, il dépend de votre solution, de votre situation, pardon, mais également de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de structurant et de patrimonial? Est-ce qu'on veut aller sur des gains assez rapides et visibles à très court terme? Donc, on va pouvoir mettre en place ce bouquet de travaux. C'est l'étape 3. Ensuite, l'opérateur sera présent à vos côtés, donc s'engage sur la performance, est présent pendant toute la phase d'exploitation, va s'occuper de piloter les installations grâce aux outils qui sont déployés et également de sensibiliser les usagers. Donc là, on active bien le triptyque en fait de la décarbonation. On va travailler sur la sobriété énergétique, l'efficacité et dans certains cadres, dans certains CPE, on ira ici aussi substituer des énergies fossiles par des énergies renouvelables avec des nouveaux systèmes de production. Ça va nous permettre de constater des résultats, la dernière étape. Et donc là, encore une fois, il y a un suivi quotidien, on va y revenir par la suite, qui va permettre de mesurer l'impact du bouquet de travaux qui a été mis en place. On aura un reporting, il y aura une transparence sur ces résultats. Et l'objectif, ça sera bien entendu de les constater dans le temps pour générer des économies
de votre côté. Donc ici, un schéma très simple, mais qui résume parfaitement le principe du CPE. Il y a une période de référence sur laquelle on va se baser pour définir les différentes actions de performance énergétique qu'on peut mettre en place. Une fois qu'on les aura mises en place, on va effectivement regarder la consommation réelle suite à ces travaux et on la comparera à une période de référence, la consommation de référence qui aurait été constatée sur cette période autrement. On voit que le delta entre les deux, ça correspond donc aux économies générées de votre côté. Et donc, on va essayer de travailler pour conjointement, justement, agrandir cet air qui correspond à la différence entre votre consommation de référence et la consommation mesurée. En pratique, c'est assez difficile de vous donner comme ça le coût d'un CPE, mais pour qu'on puisse un petit peu se projeter, on pourrait voir trois différents types de contrats de performance énergétique. Le premier, ça serait un CPE service, donc de 30 à 100 euros du mètre carré, qui va vous permettre déjà de réaliser des économies très rapidement d'énergie par le déploiement donc, de systèmes de pilotage de l'énergie et qui vous permettra notamment de répondre au décret BAX. Donc ici, on est sur un investissement qui est mesuré, un temps de retour sur investissement qui est généralement très rapide et qui va vous permettre de passer la première étape au niveau de la réduction de consommation d'énergie. Le second CPE qu'on peut définir, ça serait un CPE technique. On va aller un petit peu plus loin, on va travailler sur les systèmes énergétiques et on va éventuellement revoir les systèmes de production. Donc, on va activer différents leviers. L'enveloppe de travaux va être un peu plus élevée, mais par contre, on va pouvoir être un petit peu plus ambitieux, aller vers du 30-35% de réduction de consommation d'énergie à un coût un petit peu plus élevé. Le dernier, c'est la rénovation globale. Et là, bon, bien entendu, on va avoir des coûts qui vont être autrement plus importants. On peut dépasser les 1000 euros du mètre carré. On voit généralement dans certains cas que la rénovation globale, ça peut atteindre la moitié des coûts de construction. Donc là, on est vraiment sur un projet patrimonial qui est différent et qui sera adapté à certains cas où le bâtiment et les équipements sont réellement vétustes. Dans tous les cas, juste un petit commentaire juste avant sur le graphique de droite, on voit qu'il y a un investissement total qui est à réaliser, qui va être plus ou moins important selon le bouquet de travaux que vous allez définir. Et en fait, il y a deux étapes ici pour venir financer cet investissement. La première, ça va être via les différentes aides ou subventions qu'on peut mobiliser. On parlait du C2E qui sont bonifiés dans le cadre d'un CPE. Il y a le fonds chaleur, il y a tout un tas d'aides régionales aussi qui peuvent être mobilisées en fonction de votre projet. Et des opérateurs comme IDEX peuvent vous accompagner justement à mobiliser et optimiser cette enveloppe de subvention. Le second point pour le reste à charge, ça peut être un financement qui est pris tout ou partie par l'opérateur, donc par IDEX. Chez IDEX, on finance la transition énergétique de nos clients pour les aider justement à aller plus loin et à accélérer sur ce volet. Et donc, quand on regarde le CPE, finalement, vous allez générer des économies et ça va vous permettre de lisser l'investissement nécessaire dans le temps et de couvrir cet investissement par les économies que vous avez pu générer. Ce que je viens de vous expliquer, donc c'est aussi possible pour les acteurs publics, ça l'était pour les acteurs privés, et depuis maintenant bientôt 2 ans, c'est possible pour les acteurs publics, c'est ce qu'on appelle le marché global de performance énergétique à paiement différé. Et vous avez ici une petite illustration, un schéma de principe qui montre bien l'investissement à éviter et la possibilité de le lisser dans le temps. S'il y a des questions, on pourra revenir un peu plus en détail dessus. Un point qui est important quand même à mentionner, c'est que la durée ici qui est prise à 10 ans dans cet exemple du contrat, elle dépend des travaux que vous allez faire. J'explique. Vous allez déployer des équipements dans le cadre de votre MGPE-PD, comme il s'appelle, et l'amortissement pourra être fonction en fait de la durée de vie de ces équipements. Donc, si jamais vous êtes sur des équipements structurants, on peut imaginer un contrat de 20-25 ans qui vous permet d'autant plus de venir lisser ici l'investissement que vous avez réalisé. Je vais résumer tout ce qu'on a pu se dire et garder un petit peu de temps pour les questions-réponses par une slide qui vous montre, en se recentrant aussi sur le décret BAX notamment, comment le TPE peut le financer. Donc finalement, on voit bien que les économies d'énergie qu'on génère vont financer tout ou partie et peuvent même financer plus que l'investissement initial. Dans le cas du pilotage, on a vraiment des gains rapides qui sont constatés. Ces économies d'énergie, il y a un engagement de l'opérateur qui va porter ici la garantie des résultats. Et la mise en place, le bon suivi des systèmes grâce à
un système de management de l'énergie va permettre d'être d'autant plus efficace dans la réponse qu'on apporte. Et in fine, on voit bien que c'est un cercle vertueux ici, vu qu'avec ces outils, on va être plus efficace, on va générer plus d'économies et in fine, on va renforcer les économies générées par le projet. On peut illustrer ça par quelques références, je passe très rapidement dessus. Donc, par exemple, dans la santé, on avait travaillé pour la Fondation de Rothschild avec Citron. On s'est engagé sur un CPE sur 12 ans, plus de 30% d'économie d'énergie à la clé. Et donc, on a mis en place un système de géothermie dans ce cas-là et tout un volet d'APE avec notamment une hypervision au niveau des systèmes pour permettre un bon pilotage et qui nous permet aujourd'hui d'atteindre les objectifs sur ce site. Si je passe rapidement sur le second exemple, juste pour vous montrer, comme on l'expliquait au début du webinaire, que tout le secteur tertiaire, en fait, ici est concerné. Si on prend un objet un petit peu plus atypique, le Siquarium du Gros du Roi, on a aussi un CPE, près de 30% d'engagement sur la réduction des consommations d'énergie. Et donc là, avec Citron, on avait travaillé sur un audit décret tertiaire qui a permis justement de partir sur un socle solide, donc définir l'ensemble des actions qu'il fallait mettre en place pour atteindre les objectifs et qui sont maintenant donc déployés sur le site. Il y a un dernier exemple avec les collèges et Eric, je te laisse terminer là-dessus. Oui, pardon, j'étais en train de répondre au chat. Oui, donc je trouve intéressant de faire ce petit clin d'œil sur un retour d'expérience qui concerne le département de la Gironde, contrat de performance sur 77 collèges. Donc, alors, ce qui est important, donc 25% de réduction d'émissions de CO2, 23% de consommation énergétique, durée 7 ans, 77 collèges. Ça embauche 14 ETP locaux directs et indirects. Mais ce que je trouve intéressant, je voulais partager avec vous, c'est qu'il s'agit d'un troisième CPE. Donc, imaginez cette collectivité, un nombre important de collèges, qui finalement a fait ce travail de manager l'énergie, puisqu'il faisait confiance à plusieurs, d'ailleurs, il y a plusieurs opérateurs, il n'y a pas qu'IDEX, effectivement. Donc, troisième CPE. Sauf que jusqu'à présent, les CPE étaient d'une forme un peu différente, c'est-à-dire que chaque année, clients plus opérateurs se rencontraient un petit peu comme un plan P3, mais pas uniquement pour le renouvellement, pour évoluer. Sauf qu'il n'y avait pas de vraie vision stratégique à la signature du contrat. Donc c'était un CPE un petit peu hybride, mais avec un vrai management, une vraie vision travaux, une vraie connaissance des équipements. Donc là, ce qui change la donne, c'est qu'au départ, un vrai CPE en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite, pour aller plus loin. L'intérêt du CPE, c'est de se dire on ne se limite finalement pas à un budget, un bouquet de travaux, de dire qu'est-ce que je peux faire qui sera pertinent. Donc c'est ce qui a été fait. Ce que je dirais, c'est une recherche de solutions à 360 degrés. On ne s'interdit rien. Donc là, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits, puisqu'il y en a pour 7 millions de travaux en trois tranches sur 2 ans, je crois. 2 millions la première année, un apport C2E. Mais ce qui est intéressant, et ce que je voulais partager avec vous, et ça fait vraiment le lien avec l'exposé du jour, c'est que la première des choses qui a été faite, ce qui n'existait pas, c'est les GTB, il y en avait plus ou moins qui n'étaient pas ou peu utilisés. Donc la première tranche de travaux qui a été faite, c'est de mettre à niveau toutes les GTB sur les 77 collèges. Donc voilà, ensuite il a fallu effectivement changer l'ensemble à un certain nombre, donc des pompes à chaleur, une chaufferie de biomasse, etc. Mais tout ça en l'opérant. Et justement, dans cette référence, hein, ce que l'on dit, donc, c'est que les optimisations, les consommations ont été optimisées vraiment en démontrant aux clients que les contraintes réglementaires, décret tertiaire, décret BAX, avec un management de l'énergie avancé pour aller plus loin, ça coûte plus cher. Vous voyez, un contrat de 7 ans, ils arrivent au niveau du troisième CPE faire 23% d'économie d'énergie sur un global de 77 collèges. Donc je trouve que c'est intéressant et finalement on voit l'intérêt de mesurer, de piloter. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de partager avec vous. Voilà, à disposition s'il y a des questions, bien sûr. Bravo pour ces très beaux résultats qu'on a pu partager sur certains dossiers. Eh bien, écoutez, on arrive au bout du temps de présentation. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes pour poser des questions. Alors, on a essayé, dans un souci d'optimisation avec Eric, de répondre pendant que Thibaut parlait sur le chat à la plupart des questions. Je vois qu'il y en a d'autres qui sortent. J'ai l'impression que ça concerne surtout le CPE sur les deux premières. Eric, Thibaut, je Mm. vous laisse, je vous dis les questions et je vous laisse y répondre. Ouais, ouais, très bien, on va se répartir là.
Alors, avant de financer les travaux d'un client dans le cadre d'un CPE, est-ce que IDEX demande une garantie financière au client? Non, pas forcément. Merci. Question suivante. Quelle typologie de projet BAX serait plus intéressante économiquement pour les petits bâtiments inférieurs à 5000 m²? Une GTB locale ou automate plus plateforme SaaS? Est-ce qu'un CPE pourrait se faire sur le deuxième type? Alors, je vais répondre sur la première partie sur le décret BAX. Alors, pour savoir si... alors, je ne sais pas ce que vous appelez une typologie de décret BAX. Je crois comprendre que c'est quel type de BAX on met en place. Sur un petit bâtiment, alors globalement, ça va vraiment dépendre de la typologie d'usage, de la façon de s'en servir, etc. On ne peut pas tellement passer outre la petite étude dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le fameux audit BAX ou plan de comptage, plan de pilotage. Quoi qu'il en soit, une GTB locale pourrait répondre au décret BAC si elle a toutes les fonctionnalités logicielles, ce qui est possible, puisque comme elle est seule, il y a moins de contraintes, ce qui est possible. Mais attention aux différentes fonctionnalités logicielles, ça serait quand même pas qu'une petite GTB locale dans le sens où il y aurait quand même pas mal de sous-comptage, etc. Ça serait une GTB assez évoluée, mais locale. Si par local vous entendez non connecté, ça ne marchera pas parce que vous n'aurez pas de logiciel. Si par local vous entendez uniquement que sur un site, ça peut fonctionner. Donc, ça répond aussi sur la partie automates plus plateforme SaaS. Et je vais laisser Eric et Thibault répondre sur la deuxième partie. Est-ce qu'un CPE, du coup, pourrait financer cet élément? Et je crois pouvoir dire sans trop me tromper que oui, puisque c'est justement tout l'objet de notre partenariat aujourd'hui. Mm. Oui, Et- c'est l'objet justement. Ben, c'est oui pour aller plus loin. Je dirais la seule chose, c'est que ce soit vraiment adapté, donc mesuré, adapté à la solution, bien sûr. C'est le but, hein. Suite aux audits, suite à la connaissance du parc, il faut trouver le système le plus pertinent. Donc c'est oui, bien sûr. Une question challengeante maintenant de Eric. Question sur le décret Bax. Est-ce qu'on peut expliquer au mieux la notion de TRI? Vous avez raison, c'est pas une notion facile. Est-ce que l'installation des sous-compteurs dans certaines typologies de projets est obligatoire? Par exemple, l'éclairage d'un logement, d'une résidence. Le fait de récupérer tous ces compteurs individuels me semble pas utile. Vous avez tout à fait raison. Quand on parle de TRI, c'est justement à ça qu'on fait référence. En fait, un décret BAX, un BAX plus un SME déployé sur un bâtiment, en fait, c'est une composée d'une quinzaine, d'une vingtaine de points différents qui vont concerner le pilotage d'un usage, le comptage d'un autre, etc. Et effectivement, c'est justement à ça que sert cette règle de TRI, c'est à sortir tous ces sous-compteurs, ces petits sous-compteurs qui n'ont pas d'impact, pour savoir comment mesurer l'impact du sous-comptage. Chez Citron, ce qu'on considère en moyenne, c'est qu'un site qui n'est pas sous-compté, si on commence à déployer du sous-compteur sur les principaux usages, là où on a observé en mesurant les consommations énergétiques que oui, il y a des gaspillages énergétiques sur ces usages, on va compter 5% d'économie d'énergie suite au déploiement du sous-comptage sur ces zones-là. On va jamais compter 5% d'économie d'énergie à l'échelle de l'éclairage, par exemple, d'un bâtiment, juste en disant que ça vaut le coup de dépenser un sous-compteur à 200 euros plus, je sais pas, 100 euros de pause, pour pouvoir. Le TRI serait beaucoup trop long, 300 euros sur une loge de gardien. Donc oui, vous avez tout à fait raison. On prend les éléments les uns à côté des autres, et c'est justement tout le travail qui est fait par nos ingénieurs dans le cadre du plan de comptage et plan de pilotage, ce fameux audit BAX. C'est justement de regarder à quel endroit c'est intéressant, à quel endroit ça l'est pas. Et ça, c'est vrai sur le comptage, mais c'est aussi vrai sur le pilotage. La question suivante, par exemple, isolation plus menuiserie plus chauffage, quelle éligibilité au C2E, quelle majoration pour bouquet et impact CPE? Ça a l'air d'être pour Inex cette question. Mm. Alors, par exemple, isolation, menuiserie, chauffage, quelle est l'éligibilité au C2E? Quelle majoration pour bouquet impact? En fait, il s'agit d'utiliser les fiches qui existent, qui seront majorées à travers le CPE. Mm. Et Donc, pour la je peux majoration, bien y en fait, répondre. il y a un coefficient en fait qui va dépendre de l'opération Voilà. et qui vous permet d'aller multiplier les kilowattheures Qmax que vous pouvez avoir via chaque fiche C2E. Donc pour l'isolation, menuiserie, chauffage, ça dépendra des travaux effectivement réalisés pour aller solliciter la bonne fiche et maximiser l'enveloppe C2E ici. Donc, je ne vais pas dire qu'on peut doubler certaines fiches, mais c'est en tout cas au-delà d'un 5 coefficient, donc c'est très intéressant.
Et la dernière question, quel est le seuil minimum de consommation énergétique? Ça, c'est une bonne question, ça. Je veux bien la réponse aussi. Quel est le seuil minimum de consommation énergétique en euros et pour pouvoir envisager un CPE et à quoi ça correspond en termes de mètres carrés? Bah, je dirais, je vais faire une réponse un peu de Normand. On n'a pas forcément un ratio à donner, mais en tout cas, ce qui est important, c'est le CPE. Quel est le niveau d'objectif qu'on peut se fixer? Ça dépend de d'où on part. Tout ce qui est gagné de toute façon en économie d'énergie, on revient au niveau de TRI. Maintenant, il peut y avoir sur un gymnase, sur quelques installations ou sur des bureaux, on peut très rapidement arriver à 30%. Donc, le ratio en général, après, c'est effectivement, ça devient opportun quand on est dans les 1 mètre carré. La directive européenne parle de 750 mètres carrés pour obliger donc de mettre en place des contrats de performance pour le secteur public. Donc, c'est une forme de réponse. Maintenant, il y a pas de limite stricte. Tout ce qui est gagné est gagné et il faut le mettre on fait une stratégie en fonction de la surface. Mais on n'a pas fait forcément ce calcul avec une étude complète, mais c'est une bonne question. On retient quand même 750 mètres carrés, du coup. Oui, en fait, c'est l'Europe. L'Europe a fixé à 700 mètres carrés Oui, oui, je pense que c'est un bon chiffre. l'obligation pour l'État et les marchés publics en France. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Thibaut, pour votre participation. On est arrivé au bout des questions. C'est assez rare, mais ça fait quand même quelques webinaires qu'on traite sur le sujet des crébacks. Donc, je pense que les gens commencent à avoir une bonne vision et c'est tant mieux de cette réglementation. Vous avez été 80 à nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité et du temps que vous consacrez à nos petites explications. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous un bon après-midi je vous dis à très bientôt. Merci à vous, Merci, merci très bonne Vianney, journée à Perry tous. pour cette organisation. Au revoir. Au revoir.